C'est l'heure du sonneur. Bonjour François Asselineau. Bonjour Clémence Oudiakova. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, dès le tout petit matin, vous le signaliez tout à l'heure, et on est très content de vous recevoir pour, comme vous l'avez aussi suivi, chers auditeurs, donner la parole aux souverainistes, aux vrais souverainistes, en tout cas ceux qui souhaitent quitter l'Union européenne. On va peut-être faire une petite mise au point là-dessus. Mais avant ça, évidemment, je vous présente, vous êtes président de l'Union populaire et républicaine, l'UPR, et tête de liste de Asselineau Frexit aux élections européennes. Alors justement, qu'est-ce qui fait que, selon vous, vous êtes un vrai souverainiste, contrairement, et on a pu voir un article dans le Figaro saluer tous les souverainistes de ce monde, c'est-à-dire dire que toutes les listes aujourd'hui aux européennes étaient des listes qui contenaient des points et des soutiens au souverainisme. En quoi, d'après vous, il y a usurpation ? Écoutez, je pense que, vous savez, ce que Confucius disait en moins 500 avant Jésus-Christ, pour la première chose, pour bien diriger un État, c'est de rendre à chaque mot son vrai sens. Nous n'aimons pas le mot souverainiste, je l'ai dit 50 fois, parce que c'est extrêmement flou, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il suffit que quelqu'un tienne un discours un peu patriotique pour qu'aussitôt il soit qualifié de souverainiste. Et je vois que souvent on nous mélange avec des partis politiques comme Reconquête, comme le Rassemblement national ou comme M. Dupont-Aignan, qui ont tous les trois toujours expressément dit qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne. Ils sont contre le Frexit. Et je me permets de vous faire remarquer que parmi les 38 listes qui se présentent, il y a la nôtre qui est la seule à porter dans son titre le mot de Frexit, et il y a 5 autres listes, je dis bien 5, il n'y en a pas ni une ni deux, mais il y en a 5, qui tournent autour du pot ou qui proposent de sortir de l'Union européenne, mais avec des circonlocutions. Et puis par ailleurs, vous avez le RN et vous avez Reconquête qui, eux, n'ont jamais dit et ne disent absolument pas qu'ils sortiront de l'Union européenne. Alors c'est pour ça que nous, on préfère nous appeler nous-mêmes un mouvement de libération nationale, parce que nous avons une lecture très différente de la plupart des autres listes. Nous considérons que la construction européenne, c'est un mot codé. C'est pas construction européenne qu'il faut dire, c'est en fait colonisation américaine. Et la France se retrouve dans une situation de colonie où elle est désormais, d'ailleurs c'est de plus en plus criant, on voit que toutes les valeurs prétendues européennes que l'on nous impose viennent directement d'outre-Atlantique. On voit que notre géopolitique est désormais complètement alignée sur celle des États-Unis. Il suffit de voir les milliards d'euros et les armes que l'on envoie à l'Ukraine, le risque de troisième guerre mondiale pour le compte en fait des États-Unis. Bon, tout ceci, nous on dit il faut arrêter tout ça et il faut en fait décoloniser la France en la sortant non seulement d'ailleurs de l'Union européenne et de l'euro, mais aussi de l'OTAN. Et alors là, quand il s'agit de sortir de l'OTAN, il n'y a plus personne à part nous. Alors, on va continuer de parler évidemment de guerre de géopolitique un petit peu plus tard et de colonisation américaine. Mais je voudrais aller sur un sujet sur lequel on vous entend moins, et pourtant c'est bien dans votre programme. C'est cette question de l'identité. Vous parlez à la fin de votre programme, vous dites « Nos eurodéputés combattront cette politique insensée qui ne peut conduire qu'à la chute de notre niveau de vie et à la destruction de notre identité et de notre unité nationale. » Alors, qu'est-ce que c'est notre identité ? Quelle est votre définition de l'identité française ? Écoutez, je pense que c'est... j'ai proposé, et ça fait plusieurs années que je l'ai proposé, malheureusement c'est peu repris dans les médias, c'est un euphémisme, j'ai proposé qu'on tienne compte des réalités. La réalité, c'est quoi ? C'est que les Français sont attachés à 2 grandes traditions. La première, c'est une tradition finalement assez récente, qui a à peu près 120 ans. C'est la tradition de la laïcité. Et fondamentalement, les Français sont très attachés à la laïcité, c'est-à-dire au fait que les gens peuvent avoir la religion qu'ils souhaitent, peuvent avoir les opinions politiques de leur choix, ils peuvent aussi être athées militants, ils peuvent avoir l'orientation sexuelle de leur choix, etc. Mais en France, tout ceci doit rester dans la sphère privée. Donc la laïcité, c'est que finalement, l'État laisse, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais dans la sphère privée. Et puis il y a une deuxième tradition en France qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle est fondamentale, c'est que la France est quand même un pays qui, depuis le baptême de Clovis, a été la fille aînée de l'Église. Et donc il y a une tradition chrétienne en France qui est très importante, qui doit être, à mon avis, célébrée, concrétisée dans la Constitution française. C'est la raison pour laquelle je propose
que nous modifions la Constitution en disant que la France est une république laïque, c'est ce qui est écrit actuellement, mais d'y ajouter de tradition chrétienne. Et pourquoi ça ? Parce qu'à partir du moment où on aurait ajouté de tradition chrétienne, ça simplifiera la tâche du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel lorsque, et l'affaire se présentera très certainement dans les années qui viennent. Et l'affaire s'est déjà présentée. Voilà, lorsqu'il y aura par exemple des gens qui voudront par exemple avoir des minarets et faire l'appel du muezzin. Bon, en vertu de quoi on dirait non ? Si on est un pays purement laïque. Bon, de la même façon, pourquoi il n'y a pas la polygamie ? Si vous voulez, et par exemple, les crèches, vous êtes pour ou contre les crèches sur les places de la mairie, etc. Ça, c'est encore autre chose. Moi, je pense qu'a priori, il n'y a pas... Si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il faut donner toutes les religions ont le droit de s'exercer sur le sol national, mais il y en a une qui a 1500 ans d'histoire et qui imprime nos monuments, qui imprime les noms de nos lieux, qui imprime les fêtes également. C'est le dimanche, un jour férié. C'est une forme de laïcité à géométrie variable malgré tout. Non, c'est-à-dire c'est la laïcité, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'exercer sa religion, mais il y a une préférence qui est une espèce de préférence à l'histoire de France, à la tradition. Vous savez, quand j'explique ça, tout le monde est d'accord en fait. Parce que, et même, nous avons à l'UPER beaucoup de Français qui sont d'origine du Maghreb ou d'Afrique. On a parmi nous des Français qui sont musulmans et qui sont les premiers à trouver ça normal. Parce que cette volonté que l'on a de défendre, en fait, ce qu'est l'identité française. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français d'origine immigrée qui souhaitent, s'ils viennent en France et s'ils vivent en France et s'ils sont heureux en France, c'est justement que c'est différent de leur pays d'origine. Mais justement, c'est même, comme vous le dites, c'est même parfois un reproche que d'autres pays étrangers peuvent nous faire. Est-ce que la laïcité n'est pas un piège finalement ? C'est un piège si elle est considérée de façon, comment dirais-je, dogmatique et idéologique. Si elle est considérée comme étant un moyen pour l'ensemble des peuples, l'ensemble des religions de s'exprimer en France, mais avec une tradition qui surplombe les autres, ça n'est pas un problème. Vous savez, ça va de pair aussi dans notre esprit avec le respect des autres pays. C'est-à-dire que nous considérons que nous devons arrêter, la France devrait arrêter de donner en permanence des leçons de morale à la planète entière, des leçons de démocratie, des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Vous savez, quand le discours, par exemple, LGBT ou transgenre ne passe absolument pas dans l'écrasante majorité des pays du monde, notamment en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient. Arrêtons de faire ça. Ce ne sont d'ailleurs pas des valeurs européennes, contrairement à ce qu'on nous dit. De la même façon que, par exemple, comment arrêter en France la polygamie ? Pourquoi est-ce qu'un jour on dirait qu'on ne va pas fêter toutes les fêtes religieuses de toutes les religions du monde ? C'est pour ça que je dis que c'est un point, enfin en tout cas c'est quelque chose qui devrait être soumis aux Français. Je pense qu'il faut que l'État se dote d'une constitution qui permette de faire, comme disait De Gaulle, que la France reste la France, en fait. Alors, je vais vous donner deux actualités récentes qui montrent aussi une forme d'attaque islamiste sur le terrain européen. Alors, il y a l'Allemagne, vendredi 31 mai, ce policier qui a été poignardé à Mannheim. Donc, c'est un homme qui a blessé au couteau 6 personnes, dont donc, ce policier. Et a priori, la piste d'un acte islamiste pour le moment, doit être confirmée, mais est très sérieusement envisagée par les autorités. Il se trouve que c'était un agresseur afghan qui était d'ailleurs présenté comme fuyant les talibans et donc qui s'est pris notamment à ces personnes qui faisaient une politique anti-islam. Et puis, récemment, sur le sol français, on a cet article intéressant du Figaro, Bertrand Chamoulan, donc patron du renseignement territorial, qui dit « Nous estimons à environ 100 000 le nombre des frères musulmans en France, contre 55 000 recensés en décembre 2019, soit un doublement en 5 ans. » Comment vous faites et comment vous considérez aussi la menace islamiste ? Alors déjà, il faut renforcer l'arsenal de la lutte antiterroriste, avec notamment qu'il y ait une possibilité d'avoir des déchéances de nationalité, ça me paraît important, d'avoir des expulsions de personnes, par exemple, qui seraient allées commettre des actes terroristes au Moyen-Orient, par exemple dans le cadre de Daesh. Là, le regroupement familial, ce genre de choses, avec des personnes qui ont été là-dedans, doit être en tout cas soumis aux Français. Mais il y a quelque chose qui nous distingue aussi de tous les autres, parce que dénoncer les frères musulmans, c'est très bien, mais nous, on dénonce ceux qui financent les frères musulmans. Et qui est derrière ? Parce que là, d'un seul coup, au Rassemblement national ou chez Gémeaux, il n'y a plus personne. Pourquoi il n'y a plus personne ? Parce que qui finance, en fait, qui a financé Daesh ? Qui finance le régime wahhabite ? Qui finance les frères musulmans ? Ce sont les États-Unis d'Amérique. À chaque fois, rappelez-vous ce cancer qui était Daesh et ISIS, qui était au nord-est de la Syrie, à l'est
l'est de la Turquie au nord de l'Irak. Rappelez-vous, c'était les années 2016, 2017, Mais de manière 2018. indirecte, à la Oui. rigueur, les États-Unis. Oui, d'accord, mais qui a cassé Daesh? C'est bien la Russie. Et qui envoyait des armes? C'était des armes occidentales. Il faut donc bien comprendre que même en France, les frères musulmans sont financés par nos prétendus amis comme les Qataris ou les Saoudiens qui sont dans la main des Américains. Ça, Sarah Knafo l'a rappelé à notre micro la dernière fois qu'elle est venue chez nous. Très bien, mais qu'est-ce qu'ils en tirent comme conclusion? Est-ce que vous avez déjà entendu M. Zemmour expliquer, par exemple, le rôle joué par les États-Unis? Et est-ce que vous avez déjà entendu M. Zemmour dire qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, qui sont justement les pinces avec lesquelles les États-Unis nous tiennent? En tout cas, on a entendu Sarah Knafo dénoncer l'alliance entre Israël et l'Azerbaïdjan et donc ce qu'il y a derrière. Donc on a pu entendre des choses comme Oui, ça. mais dénoncer, c'est une chose, vous comprenez? Mais il faut passer aux actes, voilà. Hein, il faut écouter les paroles. Ils sont comme vous, ils attendent d'être... Non, je vais citer pour une deuxième fois Confucius, ça changera, et qui disait « Écoutez les paroles, mais observez les actes ». C'est-à-dire que, encore une fois, nous sommes la seule liste qui est inscrite dans son texte, dans son titre, Frexit. Et nous n'y allons pas par quatre chemins. Nous n'avons pas des circonlocutions du style « Il faudra faire un référendum pour voir quelle sera la place de la France dans l'Union européenne à la Saint-Glinglin ». Non. Nous, ça fait 17 ans qu'on dit les choses claires et nettes. Et vous savez, on fait des réunions publiques, je fais des réunions publiques qui ont des succès énormes. L'autre jour, j'étais à Paris, on avait 910, pratiquement 1000 personnes, c'était la salle de la Palmeraie, et on avait au même moment 60 000 personnes qui nous ont suivis en direct sur Twitter ou sur YouTube. Je peux vous dire que sur le terrain, ça marche très très bien. L'accueil que nous avons sur le terrain n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a encore 5 ans, parce que depuis 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts, et notamment tous les arguments que l'on me sortait il y a 5 ans du style l'Europe c'est la paix, je peux vous dire qu'aujourd'hui plus personne ne me dit l'Europe c'est la paix. Les gens qui disaient l'Europe c'est la prospérité, plus personne ne me le dit. Les gens qui disaient l'Europe c'est l'état de droit, plus personne ne me le dit. C'est pourquoi aujourd'hui 36% des Français sont pour un retour de la souveraineté française. Bon, après évidemment notion qui reste floue. Et puis c'est pourquoi aujourd'hui dans tous les programmes des candidats à des listes, comme on dit, principales, hein, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, Valérie Hayer, Jordan Bardella, évidemment, eh bien, on peut entendre ces mots de souverainisme qui sont repris, même si, évidemment, les concepts et les encodures... Oui, mais vous comprenez, c'est ça qui est un peu dégoûtant et que je trouve vraiment scandaleux. Moi, ça fait 17 ans que j'essaie de clarifier le débat, que les Français comprennent vraiment ce qui se passe. Et vous avez des escrocs de la politique qui utilisent des mots, parce que ce sont des agences de communication qui sont derrière, et qui leur dit le mot souveraineté a le vent en poupe. Donc ils utilisent le mot souveraineté, mettent souveraineté par exemple, souveraineté européenne. Mais ça ne veut rien dire, souveraineté européenne. Oui. La souveraineté numérique, etc. Non, la souveraineté, si vous voulez, c'est un absolu. Hein. La souveraineté, soit on est souverain, soit on ne l'est pas. Et la souveraineté, c'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'indépendance nationale, c'est-à-dire que c'est les Français eux-mêmes qui décident. Tout le reste, les trucs à la Macron, à la Bardella, à la Bellamy, etc., c'est-à-dire la souveraineté européenne, etc., qu'il faut développer, c'est du pipeau. Voilà. Alors, je voudrais rester un tout petit peu sur la question identitaire qu'on commençait à aborder et vous poser la question, à votre avis, ce qui se passe au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, est-ce que c'est une guerre de civilisation ? Oui, on peut le dire, mais personnellement, j'aurais plutôt tendance à voir la guerre de civilisation plus au nord, c'est-à-dire entre l'OTAN et la Russie. En fait, là, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un conflit qui est parti pour être une guerre de 100 ans, qui est un conflit extraordinairement compliqué et qui, on a deux légitimités qui sont totalement opposées. Entre, vous savez que c'est à Jérusalem même, vous avez le mont du Temple, le mur des Lamentations, qui est le point focal du monde juif, et juste au-dessus, vous avez l'esplanade des mosquées, qui est l'un des 3 lieux saints de l'islam. Donc c'est une intrication extraordinaire. Donc nous, on propose depuis des années, je l'ai proposé depuis des années, que la France reconnaisse l'État palestinien, parce qu'on ne peut pas reconnaître une partie et pas l'autre. Vous savez qu'au sein même de l'Union européenne, il y a des États comme la Suède qui reconnaissent déjà l'État palestinien. Oui, là récemment, il y a eu l'Espagne. Et vous avez aussi la Norvège qui est en dehors de l'Union européenne, qui a reconnu depuis des années l'État palestinien et qui, comme par hasard, c'est en Norvège qu'il y avait eu les accords d'Oslo, qui avaient été les prémices d'un espoir que l'on pouvait avoir. Mais le problème qu'il y a, c'est que de part et d'autre, chez les Juifs comme chez les Palestiniens, vous avez en fait des extrémistes. Et les accords d'Oslo ont été torpillés quelques mois après par l'attentat qu'il y a eu au caveau des Patriarches et c'était reparti pour un tour. Donc ce que moi je propose, ce que nous on propose, c'est que la France reconnaisse un État palestinien, que Jérusalem soit, si j'ose dire, la capitale des deux États, Jérusalem-Ouest, la capitale de l'État d'Israël. Moi, je crois qu'il faut arrêter avec ce faux nez de Tel Aviv, ça va bien. Il faut reconnaître
il faut être d'une mauvaise foi insigne pour ne pas reconnaître que Jérusalem, c'est quand même la capitale du monde juif, et Jérusalem-Est devrait être la capitale de l'État palestinien. Et ce que je propose, c'est qu'il y ait entre les deux États une espèce de zone tampon qui soit avec des casques bleus envoyés par l'ONU, qui soit là à demeure pendant des années pour essayer progressivement de faire calmer le jeu. Mais pour cela, Un peu comme la division de Berlin à l'époque de la guerre froide. Voilà, mais je ne dis pas que c'est une solution miracle, mais enfin, il faut arrêter effectivement les carnages de part et d'autre, et qui sont quand même, il faut le souligner, beaucoup plus graves encore du côté palestinien que du côté juif, même si c'est toujours très, très difficile de faire des comptabilités macabres. Enfin, en tout cas, il faut essayer de faire prévaloir le droit et que les deux États, et notamment l'État d'Israël, respectent aussi le droit international fixé par les résolutions du Conseil de sécurité. En revanche, en termes de guerre de civilisation, moi j'aurais tendance à la porter beaucoup plus au nord, c'est-à-dire entre la Russie et l'Ukraine. En fait, il ne s'agit pas d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit d'une guerre qui a été lancée, une guerre secrète, une guerre sournoise lancée par les États-Unis d'Amérique et l'OTAN contre la Russie, avec comme objectif final de repousser la Russie au plus profond du heartland eurasiatique et d'ailleurs ensuite de découper en rondelles la Russie. C'est pas moi qui le dis, madame Victoria Nuland, la secrétaire d'État aux affaires politiques, sous-secrétaire d'État aux affaires politiques américaines, l'avait expressément dit. Ancienne. Oui. Voilà, l'ancienne, elle a quitté ses fonctions pour sans doute des faits de corruption inouïs. Bon, là, il y a un véritable sujet, parce que c'est le grand sujet d'ailleurs qui devrait être sur la table pour ces élections européennes. Qu'est-ce que l'on veut que la France devienne ? Nous sommes dans un camp occidental, ce qui n'est même pas dirigé par Washington, mais plutôt par le Deep State, c'est-à-dire l'État profond américain. Et l'avenir que l'on fait, en fait, qui risque d'arriver, c'est que la France se désagrège dans une Europe fédérale qui serait en fait sous commandement américain, mais sous commandement des féodaux de notre époque, c'est-à-dire, vous savez, au Moyen-Âge, il y avait le duc de Bourgogne, le duc de Berry, le comte de Toulouse. Les féodaux de notre époque, ça serait BlackRock, Vanguard, le fonds Bill et Melinda Gates, Pfizer, etc. Vous savez que 45% des terres en Ukraine ont déjà été achetées par BlackRock et Vanguard. Oui. Et c'est ça le risque, c'est qu'on ait une privatisation généralisée de la société française avec la destruction de tout ce qu'a fait la France. La privatisation de nos service public a déjà bien commencé, la privatisation de la sécurité sociale, une médecine pour les riches, pas de médecine pour les pauvres, etc. C'est ça l'enjeu. Et face à ça, il y a les tenants de l'ordre international, je dis bien international, qui est sorti des guerres de la guerre de 30 ans, avec les traités de Westphalie. Et ça, ce sont les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, etc., qui, eux, veulent maintenir le rôle essentiel des États comme étant les acteurs du jeu international. Donc là, c'est une vraie guerre de civilisation qui est derrière, et je pense que nous sommes du mauvais côté. Nous proposons que la France se libère de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et qu'elle demande dans un premier temps un rang d'observateur avant de devenir ultérieurement membre à titre plein des BRICS, si c'est possible. Alors, dernière question sur cette question identitaire, civilisationnelle, on va dire. Est-ce que vous comprenez en quoi c'est presque devenu un hymne, cette chanson Ausländer raus, qui signifie les étrangers dehors, est devenu non seulement un tube en Allemagne, mais même continue de passer dans d'autres pays, dont la Turquie? Oui, alors il y a un vent mauvais qui souffle sur l'Europe et sur d'ailleurs le monde occidental. C'est que les États dirigent leur politique non plus en fonction de ce que souhaite leur population, mais de ce que souhaite une oligarchie qui a volé le pouvoir. Voilà. Nous sommes tombés dans les mains d'une véritable mafia. Macron appartient à une mafia internationale. Et donc il impose un agenda, un narratif qui n'a rien à voir avec ce que souhaitent les Français. Est-ce que les Français ont envie d'entrer en guerre contre la Russie ? Non. Est-ce que Macron leur a demandé leur avis ? Non. Est-ce que c'est constitutionnel ? Non. Il y a un article 35 qui impose à Macron, normalement, c'est les députés qui devraient donner ou non leur accord à tout ça. Cette chanson, c'est quoi pour vous ? Cette chanson, c'est un peu une expression révoltée, de révolte, notamment face aux politiques migratoires. C'est encore un sujet dont on parle très peu. Moi, je vois que vous avez M. Bardella, Mme Maréchal qui disent qu'il faut lutter contre l'immigration illégale. Notez bien que depuis quelque temps, ils font très attention à parler d'immigration illégale. Mais le vrai problème, ce n'est pas l'immigration illégale. Le vrai problème, c'est l'immigration légale. Sur les 3 850 000 personnes qui sont entrées en Union européenne en 2022, c'est les chiffres officiels de la Commission européenne, il y en a 3 500 000, c'est-à-dire 90%, qui sont entrés légalement.
légalement. C'est-à-dire que le grand débat, vous savez qu'il y a énormément de Français, de droite comme de gauche, et d'ailleurs, parmi eux, beaucoup de Français récents, d'origine immigrée eux-mêmes, qui considèrent qu'il faut arrêter actuellement le flux migratoire pour mieux intégrer et assimiler les populations. Mais en réalité, la politique de la Commission européenne qui prévaut sur les autres depuis le traité d'Amsterdam, c'est justement de faire entrer 4 millions de migrants légaux par an, c'est-à-dire la population française tous les 17 ans, et de réduire l'immigration illégale. Et donc, si vous restez dans l'Union européenne et dans l'euro, il va se passer quoi ? Il va se passer que l'immigration va continuer de proliférer. Ce sont d'ailleurs les cocus qui ont voté pour Mme Meloni en Italie. En Italie, les gens ont cru qu'ils allaient voter pour quelqu'un qui allait arrêter l'immigration. En fait, vous avez délivré 452 000 nouveaux titres de séjour pour des migrants cette année. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup plus d'immigration que son prédécesseur Mario Draghi. Donc qu'est-ce que dit là-dedans Mme Marion Maréchal ? Si elle est élue députée européenne, elle va siéger avec son mari qui est sur la liste de Fratelli d'Italia du parti de Mme Meloni pour l'Italie. Le couple va siéger au groupe ECR avec Mme Meloni et mènera cette politique qui consiste au contraire à augmenter le nombre de migrants légaux. Est-ce que vous avez déjà entendu un journaliste digne de ce nom demander à Mme Marion Maréchal qu'est-ce qu'elle va faire sur la migration légale et qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle pense des 452 000 titres pourquoi vous dites qu'elle va augmenter les immigrations légales ? Parce qu'elle veut rester dans l'Union. Par vase communicant ? Elle veut rester dans l'Union. Regardez ce qu'a fait Mme Meloni quand même. Mme Meloni, elle s'était fait élire sur le thème qu'elle a été. Elle augmente le nombre de. C'est comme Darmanin. Darmanin, il se glorifie d'avoir augmenté le nombre d'OQTF, ce qui est vrai. Mais enfin, au même moment, on n'en parle pas. Mais je crois que c'est l'an dernier, il a délivré 325 000 nouveaux titres de séjour. Il y a toute une réflexion sur la politique européenne en matière migratoire qui échappe au peuple. Et ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal, de même qu'il n'est pas normal qu'il n'y ait aucune réflexion sur la politique familiale. Voilà. Alors, on va parler d'un autre sujet pareil, sur lequel on vous entend plutôt un peu moins, celui de la chute de notre niveau de vie. Ça fait partie de votre programme et il se trouve que, récemment, notre agence de notation, l'agence de notation Standard & Poor's a abaissé la note de la France de AA à AA-, puisque le déficit budgétaire de la France a été nettement plus élevé que celui qui était prévu par cette agence. Donc, on voit bien que la dette continue d'exploser en France et le niveau de vie des Français continue de baisser. Comment vous trouvez une solution à cela ? Écoutez, c'était là l'illustration de ce que je dis depuis 17 ans. La France appartient à l'euro. Ça finira un jour ou l'autre par exploser. Je sais qu'il y a des gens qui disent que je suis Cassandre, mais Cassandre, dans la tragédie grecque, elle annonçait des catastrophes, mais elle avait raison. C'est-à-dire que la France, en 2000, encore en 2011, nous avions le triple A chez Standard & Poor's. En 2012, on est passé de triple A à double A+. En 2022, on est passé de double A+ à double A. Et puis là, on vient de passer de double A à double A-. Le prochain stade, on passera de double A- à A+, ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas que la France. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'ensemble des pays du sud de l'Europe sont pénalisés par l'euro, parce que l'euro est une cote mal taillée vis-à-vis du dollar, entre ce que serait coté le florin néerlandais et le Deutschmark allemand, d'un côté, qui serait plus cher, et puis la lire italienne, la drachme grecque, le franc français, qui serait coté moins cher. Donc on a une monnaie qui est une cote mal taillée, et qui est donc trop chère pour les pays du sud, et pas assez chère pour les pays du nord. Ça a facilité, maintenant il y a les problèmes de Nord Stream et les problèmes de sanctions avec la Russie, mais ça a considérablement favorisé les Pays-Bas et l'Allemagne, et accessoirement le Luxembourg. Or, ces trois pays sont ceux qui ont conservé le triple A. Et en revanche, ça a considérablement pénalisé les pays du Sud qui, eux, sont comme nous en train de dégringoler. Et je regardais, vous savez, les cotations de Standard & Poor's. Il y a en Europe, il y a 8 pays qui ont conservé le triple A. Sur ces 8 pays qui ont conservé le triple A, il y a donc l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, je viens d'en parler. Les 5 autres sont 5 pays qui ont refusé l'euro. Justement, vous avez la Norvège, vous avez la Suède, vous avez le Liechtenstein, vous avez la Suisse et vous avez le dernier, je l'oublie, qui ont refusé l'euro. Ça veut donc bien dire, c'est pas une statistique en l'air ce que je dis, ça veut dire qu'il y a une très forte corrélation entre les pays qui ont refusé d'entrer dans l'euro, il y en a d'ailleurs 3 d'entre eux qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne, et la bonne santé financière. Et nous sommes
En fait, la réalité, vous savez ce que c'est la réalité ? C'est que personne ne sait comment faire. Ça fait des années et des années et des années à Bercy, mais président après président, ministre après ministre, qu'on essaie de diminuer le déficit budgétaire. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que sinon la France entre en révolution. Il est là le problème. Les gens qui disent Yaka, Faucon, ils ne sont pas aux affaires. Qu'est-ce que vous faites face à un pays entier qui commence à partir dans le décor ? Nous avons pris, au moment de la création du traité de Maastricht, l'idée folle, c'est d'avoir la même monnaie que l'Allemagne. Et ça finira par une explosion générale. Il vaut mieux accélérer les choses. Et il n'y a pas que François Asselineau qui le dit. Regardez ce que dit, par exemple, Marc Toiti, qui n'est pas un excité. Il a dit que l'explosion de l'euro va arriver. Il prévoyait même que ça pourrait arriver dès 2025. Et vous avez Patrick Artus lui-même qui a dit qu'au train où vont les choses, l'économie européenne va s'effondrer par rapport à l'ensemble de l'économie mondiale d'ici à 2050. Écoutons aussi les économistes qui tirent la sonnette d'alarme sur ces questions. Oui, donc selon vous, il faut le faire maintenant et ça nous permettrait il faut le justement faire dans le calme. Et pour ce qui est du niveau de vie des Français ? Le niveau de vie des Français, là aussi, excusez-moi de le souligner, mais regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. On essaie de faire croire aux Français que le Brexit serait une catastrophe, mais c'est le contraire de la réalité. Les grenouilles devaient tomber du ciel. Voilà, exactement. Le Royaume-Uni devait disparaître dans l'espace-temps. Vous savez, Macron nous avait dit qu'il y avait 300 000 personnes qui allaient s'enfuir, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au Royaume-Uni ? Ils sont sortis de l'Union européenne. Je ne dis pas que tout est forcément miraculeux, parce qu'une fois qu'on a redonné à un peuple la possibilité de décider de son avenir, il peut y avoir des gouvernements plus ou moins habiles et qui font une plus ou moins bonne politique. Mais quand même, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. En 2016, avant le Brexit, au moment du référendum, le SMIC britannique était 15% inférieur au SMIC français. En 2024, 8 ans après, et le Brexit étant intervenu entre-temps, le SMIC britannique est aujourd'hui 10% supérieur. Ça veut dire qu'on est passé de moins 15 à plus 10 et que le niveau de vie des catégories populaires de la population britannique s'est sensiblement amélioré beaucoup plus vite qu'en France. Oui, mais en ça, France, c'est pas il y a une grâce au stagnation. Frexit, c'est pas lié directement au Frexit. Mais c'est grâce au fait. C'est une tendance longue. C'est grâce au fait d'abord de maîtriser soi-même un certain nombre de ses politiques, et c'est aussi grâce au fait d'avoir sa propre monnaie. Si nous on propose de sortir de l'euro et de retrouver le franc français, ça n'est pas par nostalgie. C'est simplement pour avoir une monnaie qui soit compatible avec la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Et à partir du moment où on aurait un franc qui perdra, mettons, 15% de sa valeur par rapport au dollar, évidemment, ça renchérira les importations, mais ça rendra nos exportations plus attractives. Et qu'est-ce que se passera ? Eh bien, nous réduirons considérablement notre déficit commercial, nous créerons de l'emploi. Créant de l'emploi, nous aurons moins de déficit des comptes sociaux, il y aura moins à verser de prestations au chômage, et donc on aura un cercle vertueux qui s'engagera. Le problème en France, c'est que tous ces débats essentiels qui devraient normalement avoir lieu au moment des élections européennes est caché, et que actuellement écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu au cours de ces fameux débats qui sont toujours réservés aux 8 mêmes, qui sont tous pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro, que de M. Bardella jusqu'à Mme Aubry, est-ce que vous en avez entendu qui ont remis en cause notre appartenance à l'euro ? Personne. Non, ça c'est certain. Justement, une question là-dessus. Est-ce que vous considérez, ce serait peut-être notre dernière question, est-ce que vous considérez qu'il va peut-être y avoir un effet de surprise lors de ces élections, qu'il y a une lame de fond et comme deux mondes qui sont séparés entre le monde présenté dans les grands médias, on va dire, celui des sondages, et puis un monde en sous-main, on va dire, plus pour le moment plus dans les tunnels, mais qui peut ressortir lors de ces élections. Je suis convaincu qu'il va y avoir des surprises. Voilà. Je pense que, pour ce qui concerne, je vais parler de nous, je me rappelle en 2019, on nous donnait entre 0 et 0,5, on avait fait 1,2, donc on avait été déjà très largement sous-estimé. Bon, et 1,2, on était arrivé en tête d'ailleurs, on était arrivé devant l'autre liste qui proposait la sortie, mais 2 fois plus. Là, on nous donne entre 0,5 et 1, c'est pas possible. On a dans tous les secteurs, de tous les critères quantifiés que nous avons, que ce soit le nombre de nos vues sur YouTube, on a dépassé les 98 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV sur YouTube. Oui, mais des vues ne font pas des votes. C'est vrai.
Mais l'absence de vue ne fait pas non plus des votes. Bon, vous Certes. comprenez. Lorsque Mais vous c'est avez, pas un effet. Non mais regardez par exemple, regardez les salles dont je parle. À Lyon l'autre jour, il y avait 600 personnes qui sont venues m'écouter à la Alors Bourse vous du qui Travail. aimez bien critiquer Reconquête, eux aussi ils font sale foule à chaque fois. Hein, et c'est Écoutez, pas pour autant je ne que- sais pas, mais ce que je sais, c'est que la veille du passage où nous étions venus, il y avait quand même Madame Ayer avec Monsieur Attal qui étaient allés à la salle de la Confluence à Lyon. Ils ont fait à tout casser 300 personnes. Oui. Nous, on en a Alors fait là, il y a 600. un mystère, en Voilà. effet, on est Et d'accord. moi, ce que je sais, c'est que vous me citez peut-être Reconquête, mais est-ce que vous avez vu la couverture médiatique de Reconquête ? Oui. Parce que nous réalisons des salles pleines à peu près partout. Quand on est sur le terrain, on est très bien accueillis. Et nous faisons ça alors que nous sommes totalement blacklistés des grands médias. Le véritable problème, il est là. D'après les derniers relevés de l'ARCOM, nous avions 0,6% du temps de parole. Est-ce que vous vous rendez compte de ce scandale ? Donc j'espère que nous allons effectivement largement... On ne peut pas faire moins que 1,2. Je pense qu'on va faire au moins 3 à 4 fois plus. Si c'est 3 fois plus, ça fait 3,6. Si c'est 4 fois plus, 4,8. Et si c'est 5 fois plus, ça fait 6%. Et je vous rappelle qu'il suffit de dépasser 5% pour avoir 5 députés. Et si on y avait des députés de l'UPR, de la liste Asselineau-Frexit au Parlement européen, excusez-moi de le dire, mais ça va sacrément déménager. Ça sera autre chose que la pseudo-opposition de M. Bardella, qui était absent pour la plupart du temps. Voilà, c'est ça. On fera vraiment une véritable opposition. On renversera la table. On fera ce qu'a fait Nigel Farage pendant des années. Et puis, il faut nous donner notre chance, parce qu'il y a des candidats qui se présentent tête de liste, qui ont déjà été députés européens. Ils ont fait quoi quand ils étaient députés européens ? Les Français doivent se demander qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient députés européens. Bon, s'ils n'ont rien fait, c'est peut-être à d'autres de donner... Il faut peut-être donner sa chance à d'autres. Merci François Asselineau, président de l'Union populaire et républicaine et tête de liste de Asselineau-Frexit aux élections européennes. Merci beaucoup à vous.